Le fils du pauvre de Mouloud Ferraoun, chapitre 11, suite. Les femmes commentaient en s'attendrissant cette embrassade passionnée. C'est le moment que choisit la folle pour traverser la cour en deux enjambées et disparaître à toute allure au tournant de la rue. Nous nous précipitâmes derrière elle. Elle allait tout droit dans sa gandoura sans ceinture qui lui battait les talons, ses cheveux flottant sur ses épaules. Les gamins qui la croisaient s'écartaient sur son passage. Une vieille femme qui tenta de l'arrêter fut brutalement renversée. Elle nous entraîna à sa suite jusqu'au dehors du village. Mais l'alerte était donnée. Des cousins se mirent à sa poursuite, la rattrapèrent, la ramenèrent, malgré ses contorsions, ses coups, ses cris et ses insultes. Elle revint non dans la petite maisonnette, mais chez mes parents. Nous fermâmes notre portail et nous restâmes seuls avec elle. Ses yeux étaient étincelants, sa face fouettée par l'air frais du matin était resplendissante. Elle avait l'air de nous narguer, semblait nous menacer d'une revanche comme un adversaire acharné. Elle ne baissait les yeux, soumise, que devant la mine renfrognée de mon père. Aussi nous souhaitions qu'il restât à la maison, car nous commencions à la craindre. Il fallut bien pourtant qu'il sortît pour aller à ses affaires. Khalti ricana de plaisir. Je vois encore la scène. Elle était adossée à un mur à côté du moulin à bras. Je me tenais assez loin en face de la porte, prêt à m'éclipser. Titi dut apprécier l'avantage de ma position. Elle voulut traverser la maison et venir à côté de moi. Au moment où elle passait devant ma tante, elle fut rudement saisie par les cheveux. « Viens, ma fille, ne crains pas ta tante. » Titi s'affala sur le sol en poussant un cri d'épouvante. Je me jetai dehors, suivi de Baya. Ma mère s'interposa. Elle fut empoignée à son tour. Nos cris appelèrent Halima, ses filles, des voisines. Elles réussirent à maîtriser Khalti et la gardèrent tout ensemble jusqu'au retour de mon père. Quelle triste journée nous passâmes. Le sort de Khalti nous fit presque oublier la pauvre Nana dont la tombe venait à peine de se fermer. Maintenant, nous voilà dans un grand embarras. Que faire de Khalti? Nous n'avions qu'une seule maison où la loger, ou l'enfermer plutôt, car il fallait l'enfermer pour l'empêcher de nuire ou de s'enfuir. C'est la fuite surtout qui préoccupait mon père. Je l'avais entendu parler avec des oncles. Il craignait le pire si elle s'échappait. Sait-on jamais, elle était jeune, elle pouvait aller en pays étranger, déshonorer la famille. Est-ce que des inconnus songeraient à épargner une folle? La tâche resterait pour la famille. Et puis à la maison, Khalti était un danger pour les enfants. Elle pouvait devenir furieuse. Comment les grandes personnes resteraient-elles constamment avec elle? La seule solution raisonnable était de lui lier les pieds en attendant qu'elle guérît ou qu'elle devînt plus douce. Dès le lendemain, mes parents, en allant au champ, laissèrent ma tante avec Titi et moi. Elle avait les pieds solidement noués d'une corde en poil de chèvre qui lui remontait aux reins et qui l'attachait à un pilier de la soupente. Elle était ainsi inoffensive, mais pitoyable, même pour nos cœurs d'enfants. Je me rappelle que ma sœur ne pouvait pas la regarder sans pleurer, que nous refusâmes de sortir pour jouer et de l'abandonner une seule minute jusqu'au retour de ma mère et de Baya. Le soir, je me couchais dans la soupente avec mes sœurs. Mon père délia ma tante et lui ordonna de manger. Il lui parlait d'un ton autoritaire. Ils étaient effrayants tous les deux. Ils se mesuraient du regard. Khalti se mit à crier. Il la laissa faire à son aise. À un moment, nous la vîmes saisir le plat de couscous et manger gloutonnement avec la main. La cuillère était tombée à ses pieds. En un clin d'œil, le plat fut vidé, et avant que mon père n'intervînt, elle le lança contre la porte et il vola en éclats. Ma mère était désolée, mais tout ne faisait que commencer.
Nous n'étions pas en mesure de recueillir une folle et de supporter toutes ses fantaisies. Le destin était trop cruel pour mes parents. D'abord, il leur fallait veiller à tour de rôle toute la nuit pour surveiller de près Khalti qui pouvait jouer un mauvais tour, mettre le feu à la maison, renverser une jarre à huile, étrangler le mouton ou tout simplement son neveu. Et dès que Khalti avait des mains libres, elle s'amusait à mettre en pièces ses gandouras. Elle voulait s'habiller de lambeaux. Elle ne tarda pas à ruiner sa sœur, car une fois déchirés les gandouras hérités de la pauvre Nana, il ne lui restait plus rien, et mon père n'était pas en mesure de lui payer un vêtement neuf. Enfin, Khalti, qui était si méticuleuse, devint repoussante. Elle craignait l'eau comme le feu, ne voulait jamais qu'on la peignât, se soulageait sur place. Notre maison ne fut jamais aussi malpropre que pendant ces mauvais jours. Chose curieuse, Khalti avalait tout ce qu'on lui donnait et se portait bien mieux qu'auparavant. Elle grossissait, prenait des couleurs, sa voix devenait sonore. Elle avait tout d'un animal et sa raison ne revenait pas. Ma mère, par contre, s'épuisait et s'amenuisait. Les voisins la prenaient en pitié, mais la pitié ne nous aidait pas beaucoup. Nous avions cessé de plaindre Khalti, car nous nous estimions plus à plaindre qu'elle. Nous souhaitions une délivrance, n'importe laquelle.